Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la traduction heureuse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Kadou, traductrice et interprète du japonais. Nous avions déjà eu le plaisir de l'entendre lors du 8e épisode, suite à un événement co-organisé par le Bureau des étudiants de l'ESIT et le ciné-club Citizen Kino à la Sorbonne Nouvelle. En effet, à l'issue d'une projection du film du studio Ghibli Kiki la petite sorcière, Catherine Kadou était intervenue pour répondre aux questions du BDE et de Citizen Kino. Elle a accepté de revenir pour poursuivre cet échange aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, comme je l'ai dit, traductrice et interprète du japonais et vous êtes célèbre pour avoir sous-titré un grand nombre de classiques du cinéma japonais depuis les années 80. À nouveau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chloé et moi-même, Clotilde, toutes les deux japonisantes. Nous nous demandions pourquoi avoir choisi la langue japonaise dans les années 60, si je ne m'abuse. S'il me semble bien, vous aviez commencé avec l'économie et vous avez choisi d'apprendre une langue en même temps. Il s'agissait du japonais. Pourquoi et qu'est-ce qui vous plaît dans cette langue ? Alors, quand j'ai commencé le japonais, merci pour tous les mots de présentation très gentils. Quand j'ai commencé le japonais, effectivement, c'était en 61. J'avais envie de compléter mes études d'économie. C'est vrai qu'à l'époque, on commençait à parler de... Je m'ennuyais, en économie, j'aimais bien les langues. J'apprenais l'anglais et l'allemand, et j'ai un peu commencé le russe. Mais le russe ne me plaisait pas. Enfin, c'est une question d'oreille. J'entendais pas bien les nuances de O et de A. Mais j'étais aux langues orientales, qui est l'ancêtre de l'INALCO. Et il y avait plein de langues fabuleuses, qui à l'époque étaient lointaines. Le népalais, le tibétain, l'ourdou, les langues d'Afrique, le peul, le mandingue. C'était fascinant. Il y avait des étudiants qui étaient de tous les âges parce qu'il y avait des gens qui se mettaient tardivement à apprendre ces langues exotiques. Et donc, en russe, j'ai rencontré un étudiant taïwanais qui on discutait, et lui était un proscrit politique donc de Taïwan. Il parlait beaucoup de langues. Et puis, il m'a parlé du japonais et il m'a dit « Tu devrais apprendre le japonais ». Et comme je faisais de l'économie, on commençait à parler du miracle économique japonais, tout petit peu. J'ai dit « Ah ben oui, pourquoi pas ?» Et quand j'en ai parlé chez moi, chez mes parents, j'ai dit « Je vais faire du japonais ». Ils m'ont dit « Mais enfin quoi, ça sert à rien, le japonais ?» Alors j'étais un peu surprise. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien. C'est vrai qu'en 61, il y avait très peu de choses traduites, de livres traduits, et on ne parlait pas beaucoup du Japon. Et j'ai dit, ils sont quand même 120 millions d'habitants, donc il y a 120 millions de personnes qui parlent le japonais. Et puis il y a les Jeux Olympiques en 64, et j'irai aux Jeux Olympiques en 64 et je serai interprète. Et voilà, donc c'était un peu un défi, c'était amusant. Et effectivement, en 64, j'étais donc en 3e année de japonais. Et j'ai économisé, et ça m'a beaucoup plu. Non, surtout le problème, c'est le bonheur, c'est que cette langue m'a énormément plu parce qu'elle était tellement désarçonnante, tellement bizarre. Il y avait un professeur qui nous disait en japonais, il n'y a pas de conjugaison des verbes, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, ça c'est comme l'anglais, bon ça va. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de sujet des verbes. Puis l'autre professeur expliquait très sagement qu'il y avait 2 types de verbes, les verbes du premier type et les verbes du deuxième type. Il y avait les adjectifs, il y en avait qui se conjuguaient. Le pluriel et le singulier, c'était très simple. Il y avait des mots qui se redoublaient, ça faisait pluriel. Par exemple, une île, c'est shima, des îles, c'est shima-jima. Donc, c'était tellement drôle de voir ces professeurs qui disaient des choses tellement contradictoires. À cette époque-là, on n'avait que 2 professeurs japonais, 2 répétiteurs, on appelait ça. Et puis, il y avait un professeur français qui nous expliquait qu'effectivement, les verbes n'avaient pas de sujet dans la phrase. C'était le contexte qui indiquait le sujet. Il n'y avait pas de « je, tu, il, nous, vous, il ». Et que tous les verbes d'action avaient 3 formes. Le verbe d'humilité, le verbe neutre et le verbe de politesse. Alors, aller, c'était iku. Mais si c'est « je vais », c'est mairu. Et si vous allez, c'est irasharu. C'était à la fois très déroutant et très amusant parce que c'était un peu effrayant parce qu'en même temps, il nous disait « Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas les 3 formes, vous pouvez, il y a une formule de rattrapage, vous mettez « o » de préfixe de politesse, et puis la racine du verbe, iki, iku, c'est donc iki, ni narimas. Vous mettez à la fin ni narimas,
Et là, ça veut dire, vous allez, et vous pouvez le faire pour tous les verbes, taberu, nomu, jusqu'à ce que vous appreniez les verbes. Et j'ai trouvé ça, cette représentation du monde tellement différente. C'était fascinant, c'était très très amusant. Plus c'était difficile, plus c'était amusant. Alors effectivement, on était 30 en première année à cette époque-là, et dans toute la France, il n'y avait que là où on enseignait le japonais. Et très vite, on est resté une dizaine seulement, parce que les jeunes étaient un peu découragés. Mais moi, comme je faisais ça pour m'amuser, là, j'ai trouvé vraiment de quoi m'amuser beaucoup, et j'ai adoré. Après avoir appris le japonais, vous disiez qu'en 64, vous êtes parti donc au Japon pour devenir interprète. Vous avez été interprète pendant 20 ans quand vous avez ensuite commencé à faire des sous-titres. On se demandait, après 20 ans d'interprétation, le passage à l'écrit n'a-t-il pas été trop difficile ? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Je suis pas partie au Japon pour devenir interprète. Je suis allée au Japon pour aller au Japon. Et j'ai dit que je serais interprète pour les Jeux Olympiques. C'était un moyen de gagner de l'argent. C'était pas le but de ma vie. Je pensais à ce moment-là que mes études, c'était l'économie quand même. Mais j'allais au Japon pour découvrir le Japon. Personne n'y allait. C'était une occasion d'y aller. Et donc, effectivement, je suis partie en bateau. Enfin, j'avais essayé de contacter des gens pour trouver du travail comme interprète avant. Donc, j'avais écrit aux membres du Comité olympique international qui se réunissaient à Baden-Baden. J'avais vu les noms quelque part, et les 3 noms, Herzog, le comte de Beaumont, et puis un 3e, et je ne me souviens plus. Et il n'y en a qu'un qui m'a répondu, négativement, me disant qu'il ne pouvait pas. Et puis l'autre m'a téléphoné, m'a dit je vais vous voir. Je l'ai vu, il m'a donné les coordonnées de l'attaché olympique à Tokyo. J'ai remonté une filière que j'étais jeune et débutante et étudiante, et je ne connaissais absolument rien aux Jeux olympiques. Mais rien n'a pu se décider avant mon départ, mais je suis quand même partie. J'avais économisé de l'argent pour payer le voyage aller en bateau, parce qu'à l'époque, l'avion était beaucoup trop cher. Quand je suis arrivée à Tokyo, à l'ambassade, je suis allée voir l'attaché olympique. Il m'a dit, non, les interprètes, on a besoin des gens qui connaissent le pays. On n'a pas besoin de quelqu'un qui débarque. Et même si vous pouvez... vous parlez bien l'anglais et l'allemand? J'ai dit oui, bien, oui, je parle. Très bien. Et puis il a noté ça, et il m'a dit, non, les interprètes de l'équipe de France, c'est des Japonais qui connaissent le Japon, forcément, qui parlent français. Et puis, la chance a voulu qu'une semaine plus tard, on parlait de moi à l'ambassade en disant, cette pauvre étudiante. Donc, ils m'ont parlé d'une conférence internationale, et ils m'ont dit, mais vous parlez bien l'anglais, on a besoin d'une interprète anglais-français pour une conférence internationale sur la pollution des eaux. Alors, vous pouvez traduire? Alors, j'ai dit, oh, oui, de l'anglais-français, pas de problème. Et puis, il y avait 5 jours de travail, une conférence de 5 jours, très sérieuse, internationale. Il y avait des interprètes japonais-français, japonais-anglais, mais ils n'avaient pas français-anglais quand il y avait des communications, c'était international, ils n'avaient pas. Donc ça évitait les relais. J'ai dit oui, d'accord, et puis finalement, je me suis retrouvée, il y avait 3 sessions parallèles. Il n'y a eu que la première session du matin, on était 6 interprètes ensemble, et il n'y en avait qu'un seul qui avait de l'expérience, qui nous a fait travailler. Et c'était des discours officiels de bienvenue, donc on avait les textes, mais il fallait se baser sur les textes et traduire en simultané. Et donc, c'était quand même très surprenant d'avoir le casque sur les oreilles, de ne pas entendre sa voix et de devoir parler une autre langue. Donc, j'ai appris très vite. Enfin, j'étais donc douée pour ça, sans doute. J'ai à peu près pu le faire quand j'avais le texte. Je me rattrapais, je suivais, j'entendais, l'anglais servait de repère, et je suivais et je traduisais ce que je lisais. Enfin bon, l'après-midi, c'était une vraie catastrophe parce qu'il n'y avait plus de texte et c'était des communications assez sérieuses. Le chef de la délégation française est rentré dans la cabine en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ?» J'ai dit « Écoutez, monsieur, on est là pour vous rendre service. Je sais, c'est la première fois que je fais ça, excusez-moi, mais je vous rends service. » En fait, on était très bien payés comme interprète. Et je vous assure, demain, ça ira mieux. J'avais à peu près compris le principe, donc j'ai travaillé toute la nuit pour préparer les textes, pour comprendre ce dont ils allaient parler. Et le lendemain, j'ai un peu appliqué ma méthode, c'est-à-dire comprenant ce qu'ils allaient dire, devinant, je faisais le résumé, puis ça a à peu près marché. Puis le 3e jour, ma collègue qui était en fait ma cousine, qui avait une licence d'anglais, elle, que j'avais recrutée aussi comme ça, parce qu'on cherchait à Tokyo, il n'y avait personne à ce moment-là qui pouvait faire français-anglais. Ma cousine a déclaré forfait, elle a dit « je ne peux pas continuer ». Donc le lendemain, je me suis retrouvée toute seule en cabine pour faire toute la journée.
et les collègues expérimentés qui venaient de temps en temps, qui me demandaient comment ça se passait. Et je dis, ça va bien, non, ça va. C'est une espèce de drogue. Quand vous commencez, vous allez bien. Voilà, donc j'ai appris sur le tas. J'ai appris donc ce métier d'interprète. Et puis la chance a voulu qu'un peu plus tard, là on était en juillet et les Jeux Olympiques c'était en octobre à cette époque-là. Et puis tout d'un coup, le comité organisateur s'est réveillé et a décidé qu'ils avaient besoin d'interprètes justement pour des litiges entre des Anglais, des Français, des Anglais, des Allemands, des langues occidentales, européennes, où il n'y en avait pas besoin du japonais. Donc, ils ont recruté des interprètes, une dizaine, exceptionnels, des interprètes pour le centre de presse, où on servait de vacataires, enfin, pour les cas, pour dépanner n'importe où. Et c'était passionnant. Donc, c'est comme ça. Je ne suis pas allée au Japon pour devenir interprète, mais j'ai découvert le métier d'interprète sous toutes ses facettes, à la fois simultané et le consécutif, puisque après, il y avait un officiel russe qui parlait l'allemand et qui avait des problèmes d'uniforme, de boutons à régler, des choses bêtes et pratiques, mais c'était en consécutif. Et là, il fallait faire la liaison en allemand, japonais mais pas beaucoup de japonais, c'était en anglais souvent. Allemand, anglais souvent. Voilà comment j'ai appris et comment j'ai eu le virus. Et après, j'ai continué mes études d'économie quand même. Et je suis allée 2 fois au Japon comme boursière pour faire des études sur la formation du capitalisme japonais. Et donc, jusqu'à 1973 à peu près, j'ai hésité entre devenir chercheur, pas prof d'économie, je ne crois pas, chercheur spécialisé dans l'économie japonaise ou... Bon, à l'époque, il n'y avait personne. Et alors, effectivement, je parlais bien le japonais, travaillais pour la communauté européenne, les liens entre le Japon ou bien interprète. Et j'avoue que j'ai eu un boulot pour le journal Asahi, le grand journal japonais, parce qu'il m'avait repéré, parce qu'après, j'ai continué à être interprète pour les Jeux Olympiques, pour 68 à Grenoble. Là, j'étais interprète officielle pour les personnalités japonaises, le prince Takeda et l'ancien maire de Tokyo. Donc, les journalistes japonais m'avaient repéré, puisque dans les conférences de presse, je traduisais là. Je traduisais le prince ou l'ancien maire de Tokyo. Et on m'a proposé un boulot d'assistante au bureau de l'Asahi. Donc, pour l'Asahi, j'ai fait des revues de presse, beaucoup, sur la presse française. Et là, c'était passionnant. Donc, petit à petit, je me suis aperçue que j'aimais mieux faire ça plutôt que de devenir chercheur en économie. Mais j'avais cette formation qui a beaucoup rendu de service parce que, effectivement, j'ai 73, on m'a demandé d'être interprète à l'Élysée pour la première venue du Premier ministre japonais rencontrer le président Pompidou. C'était très peu de temps avant sa mort. Donc, j'ai traduit pour le Premier ministre japonais parce que, finalement, en France, à l'ambassade, il y avait personne qui parlait japonais ou il y avait des gens qui parlaient japonais mais qui, comme diplomates, ne pouvaient pas apparaître comme interprète. C'est eux qui ont décidé qu'ils me demanderaient. Et donc, après, j'ai traduit parallèlement pour les affaires étrangères. Et puis, j'ai continué. Je me suis dit, non, je préfère ça, c'est passionnant. Interprète, c'est chouette. Vous avez commencé par l'interprétation, vous avez également travaillé à l'écrit, donc vous nous avez dit hors micro que vous aviez fait des traductions, puis par la suite vous avez, à partir de 84, si je ne m'abuse, commencé à faire beaucoup de sous-titrage. Quelle est la différence pour vous entre les activités d'interprétation, de traduction et de sous-titrage? Comment envisagez-vous ces différentes activités et est-ce que vous avez une préférence ou pas du tout? Alors effectivement, vous m'aviez posé la question, le passage de l'oral à l'écrit. Et c'est vrai que dans ces années-là, donc 74, je suis devenue interprète presque naturellement. Faut imaginer, c'est vrai qu'il y avait personne à ce moment-là qui parlait vraiment le japonais en France. Et par le journal, enfin, j'ai rencontré beaucoup de gens par le journal, des écrivains, écrivaines qui venaient en France et on me disait tu vas traduire pour eux. Et c'était passionnant. Et c'est comme cela que je suis devenue amie avec une écrivaine, malheureusement morte trop tôt, Ariyoshi Sawako, qui était formidable et qui venait d'écrire un livre sur la pollution multiple. Et on discutait de pollution. Et sur ce, on m'a proposé une pièce de théâtre. On m'a demandé, il y a une pièce de théâtre sur ce sujet de Minamata. Elle est mal traduite. Est-ce que tu pourrais corriger la traduction et puis éventuellement la faire jouer en France? Alors j'ai lu cette pièce et
effectivement, c'était mon premier passage vraiment à l'écrit, c'est-à-dire j'ai corrigé, mais la traduction était plutôt bonne de toute façon. Donc là, j'ai travaillé sur un texte, Minamata, qui est devenu une pièce de théâtre, qui a été mise en scène par Roger Blin, qui était un très prestigieux metteur en scène, puisque c'est celui qui avait fait les premières mises en scène de Genet, d'une part, Jean Genet, mais aussi Beckett. C'était lui qui avait fait la première mise en scène d'En attendant Godot, et on dit que c'est grâce à la mise en scène de Roger que, plus tard, Beckett a eu le prix Nobel, mais enfin, Roger Blin était un immense à la fois acteur et metteur en scène de théâtre, et il a aimé cette pièce. Et il a décidé de la mettre en spectacle. On l'a jouée pendant un mois au Théâtre d'Aubervilliers. Donc en fait, il y a eu ce passage par le théâtre qui était quand même très enrichissant, parce qu'il y avait le débat sur l'écrit et les comédiens qui passaient leur temps à me dire non mais ça c'est pas du texte qu'on peut dire au théâtre. Alors j'ai appris la différence entre l'écrit, c'était intéressant. Et puis j'ai traduit des textes de toute façon, je traduisais beaucoup à l'écrit. Et puis il y a eu cette rencontre, donc en 80, j'ai été interprète pour Kurosawa. Et là, j'étais donc interprète confirmée, et Kurosawa donc a fait confiance, a trouvé, surtout que la première fois, quand j'ai traduit pour lui, au début, on m'avait dit « Tu ne traduiras pas directement Kurosawa, parce qu'il n'a pas confiance, il ne te connaît pas, ce sera une historienne du cinéma américaine qu'il traduira en anglais, et puis après, tu traduiras ce que dit Audie Bock. » J'ai dit « Mais c'était du consécutif, là. » Et donc, en simultané, je peux faire le relais, ce n'est pas le problème, mais en consécutif, j'ai dit, mais non, parce qu'elle va traduire, ce ne sera pas les paroles de Kurosawa. Moi, je vais entendre les deux. Et après, qu'est-ce que je fais? Une synthèse des deux, ce n'est pas possible. Et heureusement, quelqu'un m'a donné le conseil. J'ai eu juste une demi-heure avant la conférence de presse. Il m'a dit, non, tu laisses traduire Audie, puisqu'il a confiance. Enfin, Kurosawa, c'est un dieu vivant, quoi. Donc, tout le monde était affolé à l'idée qu'il y aurait une Française, parce que jusqu'à présent, on me disait, les Français ne comprennent pas le japonais. Ils ne peuvent pas comprendre les nuances et tout ça. Et toi, tu ne vas pas traduire ça, tu laisses traduire Audie, le festival traduira l'anglais vers le français, et ça, tout le monde sera content. Et toi, tu traduis toutes les questions de la salle vers le japonais, parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Et si les questions sont bien traduites, c'est déjà mieux pour répondre. Donc, c'est très, très important de bien traduire les questions dans les interviews. Bien traduire les questions, c'est déjà la moitié de l'interview qui est réussie, quoi. Donc, j'ai effectivement traduit les questions de la salle. J'ai traduit de manière telle que Kurosawa était très content. Parce que, en fait, traduire à l'oral, pour bien traduire, il faut vraiment comprendre et dominer, vraiment comprendre à fond, et après, vous pouvez trouver les mots. Et les mots, ce que vous rendez, ce n'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est avoir bien compris et passer le message. Donc, ça s'est bien passé, et après, je suis devenue l'interprète de Kurosawa. Donc, il a dit qu'il ne voulait plus d'autres interprètes que moi. Donc, après, en Europe, en Amérique, c'était toujours Audie, et en Europe, c'était moi, même en Italie ou en n'importe. Et il y a eu, dès le début, pour 80, c'était le film Kagemusha. Il y a eu une controverse sur les sous-titres de Kagemusha. Et les sous-titres de Kagemusha avaient été traduits par un Français au Japon, Jean Campignon, qui, par ailleurs, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon travail, mais je n'étais pas spécialiste du tout du sous-titrage. Mais en voyant le film, je le trouvais très bien traduit, ça épousait bien les images. Mais il y a eu à Cannes, vous savez, c'est un milieu très, très snob. Il y a eu des gens qui se piquaient de savoir un peu le japonais, qui ont dit « Oh non, c'est trop cru, c'est trop imagé, Kurosawa, c'est pas comme ça. » Et les Japonais en rajoutaient. Non, mais les Français ne peuvent pas traduire le japonais. Et puis, résultat, à l'automne, quand le film est sorti, les sous-titres avaient été refaits. Et ce que l'on critiquait, c'était par exemple chevaucher la concubine, ou bien cornichon vert, ou bien... Moi, je n'étais pas spécialiste, je regardais comme tout le monde. Je disais, ça, c'est bien, ça marche avec les images et tout. Et quand, à l'automne, le film est sorti avec les nouveaux sous-titres, la première question qui avait été posée à Kurosawa, que je traduisais donc, pourquoi on a changé les sous-titres? Alors, je dis à Michel Mardor, qui était le critique de Nouvel Observateur, très célèbre à l'époque, je lui dis, vous avez raison, ces sous-titres sont devenus très banaux, très sans couleur, sans odeur, sans saveur, très passe-partout. Et puis Kurosawa dit, mais de quoi vous parlez tous les deux? Parce que je n'ai pas traduit ça, parce que lui ne sait pas le français de toute façon. Alors je lui explique, je lui ai dit, voilà cette controverse, il y a eu ça. Et ça lui est resté dans un coin de la tête. Et puis après, j'ai continué à être interprète pour lui. Et en 84, il a tourné Ran. J'ai été
pendant 3 semaines sur le tournage de Ran parce que, entre-temps, Chris Marker, qui est un immense cinéaste, peut-être que vous ne connaissez pas tous très bien, mais un très grand cinéaste, qui a été nommé pour faire le tournage du film de Ran, le documentaire sur le tournage de Ran. Ça a donné le film qui s'appelle Aka. Et là, pour Aka, Chris a l'habitude de faire ses sous-titres lui-même. Il fait les 2/3 des sous-titres et puis après, il laisse peaufiner par quelqu'un. Et alors, Kurosawa avait dit « J'accepte qu'un cinéaste étranger vienne sur le tournage à condition que Catherine soit là pour assurer la liaison avec moi. » Donc, j'ai été là pendant 3 semaines sur ce tournage. Je n'avais pas grand-chose à faire, simplement essayer. Il y a eu quelquefois des rencontres, mais très, très peu. En fait, chacun travaillait de son côté. Mais enfin, du coup, j'ai assisté à ce tournage. C'était formidable. Et donc là, Chris, il a fait les sous-titres, enfin, il a fait son montage. Il m'a demandé quelquefois d'intervenir pour l'aider, pour comprendre des scènes. Et puis, il est parti à Okinawa. Il m'a dit, c'est toi qui finiras les sous-titres. Donc, il faut aller au labo et tu finiras le repérage, parce qu'à l'époque, c'est nous qui faisions le repérage, et puis la traduction finale. Et il m'a dit 3 principes, l'image, l'image, l'image. C'est-à-dire que tu dois vraiment mettre les sous-titres. L'action, s'il y a une action, c'est exactement au moment où ça se passe. Tu ne vas pas le décaler à cause de c'est pas le français qui pilote, c'est l'image. Et le français doit se plier à l'image. Parce que dans l'image, il y a énormément d'informations et l'acteur joue en fonction de l'image où ça marche ensemble et il n'est pas question de tordre la phrase et de faire du bon français à côté. Je me permets une question du coup, par rapport à votre expérience en tant qu'interprète, à votre expérience en tant que traductrice et à cette consigne de l'image, l'image, l'image. Comment justement vous avez fait pour utiliser votre expérience en tant que traductrice-interprète et l'appliquer à cette consigne? Est-ce que justement avoir cette expérience vous a aidé dans les sous-titrages ou est-ce que vous avez dû acquérir une nouvelle méthodologie pour faire les sous-titrages? Justement, c'est là où je pense que le sous-titrage, c'est mieux. Ce n'est pas de la traduction, ce n'est pas de l'interprétation, c'est autre chose, c'est une synthèse des deux. C'est plutôt de l'interprétation d'abord, parce que c'est vraiment l'oral, c'est vraiment collé à ce qui est dit à l'oral, mais après, vous devez lui donner une forme écrite agréable à lire, qui reste, qui impressionne, donner des informations qui sont très fugaces, donc il faut vraiment concentrer les choses importantes. Il faut que ce soit dans le même ton que ce qui est dit. Donc c'est de l'interprétation différée, puisque après elle passe par l'écrit, elle est écrite, et c'est formidable parce que justement, c'est l'apothéose, parce que quand vous êtes interprète, vous êtes excellente interprète, mais les paroles s'envolent. Et quelquefois, vous avez les journalistes qui reprennent vos propos et qui les déforment. Et quelquefois, vous voyez j'ai une fois ou deux protesté en disant Kurosawa n'a jamais dit ça, parce que les journalistes, les paroles interprètes peuvent être interprétées par ceux qui écrivent. Là, vous contrôlez l'oral. Donc, c'est vraiment de l'interprétation différée, de l'interprétation posée, et c'est passionnant. Et pour moi, c'est le bonheur total parce que c'est mes 2 expériences réunies. Et parallèlement, j'ai continué à traduire des romans. J'ai traduit 2 romans classiques très très beaux. J'avais traduit avec Ariyoshi Ainsi soit-elle de Benoît Legroux. J'ai traduit vers le japonais. Donc, la traduction écrite, je connais très bien. J'en ai fait parallèlement. Mais c'est un peu frustrant parce que, effectivement, dans la traduction écrite, vous avez quand même votre style qui reste, quoi qu'il arrive. Vous ne traduirez pas, même si vous traduisez le même roman, ça sera deux traductions différentes, si c'est vous ou si c'est moi. Par contre, les sous-titres, c'est une loi d'airain parce que vous avez l'espace, le temps de lecture, mais vous avez la parole en face, vous avez l'acteur qui est en train de dire quelque chose, il joue, et vous êtes obligé de vous conformer à ce qu'il dit, et en même temps, ça reste, puisque ça fait partie du film. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé beaucoup. Pour moi, c'était une 84, donc on m'a demandé, donc Chris m'a confié, pour Aka, c'est moi qui l'ai finalisé. Du coup, on m'a demandé de traduire Ran directement dans le grand bain. Mais comme je connaissais bien l'idée de Kurosawa sur ce film, enfin tout ce qu'il y avait autour, donc ce qui est formidable dans le sous-titrage,
ce n'est pas de la traduction, ce n'est pas de l'interprétation, c'est les deux. Et c'est autre chose, c'est pour ça que je mets sous-titres et je ne mets pas adaptation. J'essaye pas d'adapter quelque chose pour le faire comprendre. C'est des sous-titres, c'est exactement, j'essaye de traduire tout ce qui est dans l'image. Quelquefois, alors en plus, par exemple, itadakimasu. Vous savez ce que veut dire itadakimasu? Ça veut dire, souvent c'est traduit par bon appétit, mais selon le contexte, et je me souviens d'un film de Koreeda où j'ai traduit « Merci grand-père », parce que c'est le petit garçon qui a la tête baissée. Il est avec un vieillard que l'on voit pour la première fois, dont on ne sait pas très bien parce qu'il a l'air de le craindre à la fois. Et j'ai rajouté grand-père, bien sûr, qui n'est pas dit dans l'itadakimasu, mais parce que ça donne des indications tout de suite. Moi, je l'ai compris parce que je savais par des indications avant. Moi qui suis dans le film, enfin qui ai lu le scénario et c'est comme ça qu'il parle. Je sais qu'il parle poliment parce que c'est son grand-père. Donc je donne pour les lecteurs, pour les spectateurs, des indications. Donc je traduis plus. C'est passionnant parce que c'est de la traduction écrite, améliorée ou enrichie, la réalité augmentée. C'est de la traduction augmentée. Voilà, la traduction augmentée, c'est le bonheur. À ce propos, on se demandait aussi si, en fonction des réalisateurs, des œuvres, vous aviez plus ou moins pas forcément de difficultés, mais par exemple, vous disiez de faire de la traduction augmentée. Est-ce que vous aviez plus ou moins nécessité de le faire? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça dépend des réalisateurs, des sujets évoqués? Ça dépend un peu des réalisateurs. Les réalisateurs d'autrefois, Kurosawa, Imamura, Oshima. Je n'ai pas fait que des films classiques. J'ai fait tous les films qui sont présentés à Cannes depuis 1984. Pour les présenter à Cannes. Donc, c'était tous les films qui sortaient. Jusqu'à 2015, je les ai pratiquement tous traduits, oui. Donc, il y avait les films récents. Donc, les réalisateurs d'autrefois avaient des scénarios beaucoup plus écrits, des dialogues plus écrits. Donc, il suffisait de suivre le dialogue, souvent, et c'était très construit. Et puis, il y a eu, en 1997, par exemple, il y a eu Naomi Kawase, son premier film, Suzaku, où alors là, c'était vraiment, disons, du nouveau cinéma, avec des paroles assez évasives, ambiguës, très peu de mots. Et d'après les amis japonais qui m'avaient recommandé, et dont on m'a demandé, c'était les producteurs qui me demandaient, en général, les producteurs me demandaient, justement pour le Festival de Cannes. Et on comprenait rien en partie en japonais. Et moi, en français, j'étais obligée de faire comprendre. Il y avait des choses qui étaient très ambiguës en japonais. Par exemple, vous utilisez le mot Oni-san. C'était son cousin. Mais elle l'appelle le Nii-san, mon grand frère. Donc, si vous traduisez Nii-san, et après, vous voyez qu'elle est amoureuse de lui, enfin, ils se connaissent au cours des âges, ça fait un peu, c'est incestueux, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que, donc là, dès le début, je mis, au lieu de l'appeler par son prénom, ou au lieu de dire Nii-san, j'ai dit cousin. Si vous voulez, on rajoute. Donc, on a besoin, pour les cinéastes modernes, disons, beaucoup, de rajouter un petit peu. C'est pour ça que je dis, les dialogues sont plutôt minimalistes. Ils ne vous précisent pas trop les relations familiales, par exemple. C'est très important pour comprendre, parce qu'un film, c'est une image, c'est composé d'une infinité de signes que nous, en japonais, on comprend tout de suite les relations des gens, tandis qu'en français, ce n'est pas évident. Il y a trop d'informations nouvelles. Donc là, il faut rajouter. Donc si vous voulez, les nouveaux cinéastes, ou Koreeda, ou Naomi Kawase. Alors l'autre difficulté, c'est Kitano, par exemple. Kitano, il parle beaucoup par interjonction, c'est très rapide, il condense tout. Là, c'est très, très difficile de choisir. Il faut choisir, on ne peut pas augmenter, mais il faut choisir les mots. Mais il faut que ça fonctionne avec l'image, pareil. Donc, quelquefois, il faut trouver des onomatopées, beaucoup. Donc, ça dépend des cinéastes, mais les nouveaux sont plus difficiles à traduire. Miike, First Love, chaque fois, mais c'est ça qui est formidable. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le sous-titrage, ça vous donne beaucoup de travail, mais c'est concentré dans le temps. Vous avez 2 semaines, 3 semaines pour traduire un film. Et puis après, c'est fini, quoi qu'il arrive. Il sort, le film. Alors qu'un roman, traduit des romans, ça prend 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3. Moi, je suis perfectionniste, donc j'ai traduit des romans, ça m'a pris 3 mois, 5 mois, 8 mois. Je fais ça entre d'autres choses. Et je continue à être interprète. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes ni plaisirs ni difficultés.
Et le sous-titrage, petit à petit, j'ai fait que du sous-titrage parce que c'était le condensé de tout ce que j'aime. Lors de la dernière interview que vous nous aviez accordée pour l'épisode 8 de la traduction rose, le 8 octobre, vous parliez des sous-titres du film Kagemusha de Kurosawa Akira, qui avait été critiqué pour être trop cru, et vous veniez justement d'en reparler. Est-ce que vous avez déjà traduit un film avec peut-être des dialogues crus, comme vous dites? Et si c'est le cas, quelle a été votre stratégie? Est-ce que vous êtes resté, du coup, vous avez gardé des sous-titres assez crus ou... Quand j'ai donné comme exemple Kagemusha cru, c'était effectivement chevaucher la concubine. Ce qui c'est pas vraiment cru, c'est des images plutôt. Il peut y avoir des images, mais ma stratégie de toute façon, c'est toujours de rester fidèle, quoi qu'il arrive, au texte. De toute façon, il faut considérer que un cinéaste, enfin ça dépend les films, bien sûr, si vous faites... Mais même j'ai traduit les romans porno, par exemple. Ça, c'est une catégorie de films qui... C'était romantique pornographique. Un roman porno, ça veut dire romantique pornographique. C'était dans les années 70. Enfin, ça, c'est des films un peu classiques. C'était quand la télévision est apparue, le cinéma, il y a eu une grande crise dans le cinéma de studio. Et donc, les Japonais se sont mis à faire des films semi-porno pour la télé. Des films faciles à faire pour attirer quand même les gens, et pas seulement la télé, mais non, justement pour attirer les gens en salle. Donc, ça s'appelait romantique pornographique, et il y avait des films. Mais c'est jamais, quand même, c'est pas des films pornographiques. Donc, il n'y a pas de mots grossiers, et maximum, je sais pas, c'est écarte les cuisses, ou je sais pas, enfin des choses comme ça. Il faut penser que si vous ne traduisez pas des films porno, alors ça, c'est les films porno, ça, je considère que le sous-titrage, c'est faire partie de l'équipe du film. Qu'est-ce que c'est qu'un film? C'est une œuvre où toutes les postes donnent le meilleur de eux-mêmes. Que ce soit la caméra, le son, l'image, la caméra, les acteurs, donc les sous-titreurs. Donc on donne le maximum, on colle le plus possible au texte qui a été voulu par l'auteur. Enfin, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler pour tous ces cinéastes, des grands cinéastes, et les classiques ou les Ozu. Ma stratégie, c'est de coller. Et je me souviens, pour le roman porno, c'était au Festival de Nantes. Il n'y avait pas de sous-titres sur certains films. Donc, j'avais accepté de traduire en simultané les dialogues. Et les interprètes dans d'autres langues venaient toutes m'écouter en disant « Mais comment elle va traduire ça ?» mais vous êtes pris par le texte. Et vous traduisez des choses qui sont, quand elles vous semblent grosses, mais c'est le texte, c'est l'auteur qui l'a voulu, c'est pas vous. Il faut coller l'image, les mots, et respecter la volonté de l'auteur. Et l'auteur, lui faire confiance. Lors de ce festival, pendant la diffusion du film, pendant la projection du film, vous traduisiez en simultané? Oui, je traduisais les dialogues du film. Donc je jouais tous les acteurs. Enfin, alors je préparais la veille... j'avais une copine japonaise, je lui disais, lis-moi les dialogues, puisque j'avais le scénario. Tu me lis les dialogues, et quand je ne comprenais pas, je disais, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je dis, ah oui, d'accord, bon. Puis après, quand je traduisais ce qui était dit. Je considérais qu'à partir du moment où l'acteur le jouait, c'était lisible. À une époque... il n'y avait pas de sous-titres de tous les films de Kurosawa. J'avais fait une rétrospective de tous les 30 films de Kurosawa. Enfin, à l'époque, il n'y en avait que 25. J'ai fait traduire à l'oral tas de dialogues de films inédits. C'est un bon exercice, d'ailleurs, pour traduire. Enfin, ce n'est pas vraiment du simultané, il ne faut pas exagérer. Et je résumais déjà. Ce n'était pas des sous-titres non plus, parce que les sous-titres, il y a du travail quand même. Vous savez, le mot japonais « omoshiroi », qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, ça va plutôt être quelque chose d'intéressant, de curieux. C'est ce qu'on nous avait appris aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait ce double sens de amusant et en même temps intéressant. Voilà. C'est amusant aussi. C'était mon professeur, là, et il aimait beaucoup ce mot omoshiroi parce que c'était à la fois drôle, ça peut être drôle, selon le contexte. Et justement, dans les sous-titres, si vous avez omoshiroi, qu'est-ce qu'on fait? Et on est obligé de choisir. C'est très cruel. Mais en même temps, c'est amusant et c'est passionnant. C'est ça, c'est omoshiroi. Et il y avait un mot, c'était okubyo. Okubyo, c'était, j'ai demandé à Naomi Kawase, c'était dans Still the Water. Et il y avait un vieux monsieur qui disait aux jeunes, allez jusqu'au bout de vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je ne l'ai pas fait. Okubyo dattakara. Et je ne savais pas si okubyo, si vous regardez dans le dictionnaire, et souvent vous avez le problème en japonais pour beaucoup de mots, c'est à la fois peureux et timide.
Et c'est pas tout à fait pareil. J'ai eu peur ou j'ai été intimidée, je n'ai pas été assez courageux, j'ai été lâche. C'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai demandé à Naomi, je lui ai dit c'est quel sens? Enfin dans ces cas-là, on peut parler en anglais. Enfin je lui ai dit coward ou bien shy. Elle me dit je sais pas. Donc c'est à toi de choisir. C'est une sacrée responsabilité. Alors on peut trouver des formules, quelquefois je n'ai pas osé. Et pourquoi? Enfin là il le dit pourquoi. Je n'ai pas osé. Après c'est à vous de choisir par lâcheté ou par timidité ou aller jusqu'au bout de vos rêves. Moi, je n'ai pas osé. Ça doit être compliqué de choisir. Comment vous vous basez pour choisir? Est-ce que vous êtes basé sur... Je sais pas. Est-ce que vous avez fait comme vous le pensiez ou... Pour choisir? Pour choisir un mot, c'est une grosse responsabilité, comme vous disiez. Dans ces cas-là, bon, j'essaie le plus possible de trouver quelque chose d'ambigu, à mi-chemin entre les deux. Ça, je suis un peu devenue un peu spécialiste. Mais c'est au coup par coup, je ne peux pas vous donner de recette. Donc, Omoshiroi, si j'ai Omoshiroi, prends un parti. Je prends le parti, j'essaye de me mettre à la place du réalisateur quand il a écrit ce mot-là. On est vraiment réalisateur. Et puis, en général, ils sont ravis. Parce que, je sais pas, Imamura m'a dit j'aime beaucoup tes sous-titres. Ils sont ravis qu'on tranche pour eux, finalement, quelquefois. Voilà, mais il faut essayer de le faire... c'est les personnages. Quand les personnages sont bien écrits, vous y arrivez. Mais c'est nous, en français, on a des problèmes. En japonais, le mot omoshiroi, il veut dire tout ça. Donc, c'est nous, en français, on a des mots sémantiquement très limités, très précis. Et eux, c'est des mots moins précis. Donc, c'est ça que j'aime, d'ailleurs. C'est le passage de la langue à l'autre. Ça, je continue à adorer ça. Et quelquefois, pendant un mois, je ne dors pas en disant il faut que je choisisse entre l'un ou l'autre, quoi. Okubyo m'a hanté pendant longtemps. Je me permets, du coup, puisqu'on arrive un petit peu à la fin de notre créneau horaire, de vous poser une question un peu plus intéressée pour sans doute les personnes qui vont nous écouter, puisque nous avons quand même beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par l'interprétation, la traduction, le sous-titrage. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans ces activités aujourd'hui? Bon, il faut d'abord trouver la voie. Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire les trois presque en parallèle, mais pas beaucoup la traduction, de moins en moins. J'ai la chance de pouvoir dire non, je ne vais pas faire de traduction maintenant. Mais la traduction est un bon... Il faut d'abord trouver sa voie. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout faire le sous-titrage parce qu'il faut des choix tout le temps, il faut choisir. Et moi, j'aime bien. Et l'interprétation, c'est pareil, c'est des choix perpétuels, mais c'est dans l'immédiat. Donc, il faut d'abord être sûr de ce que l'on veut et ce n'est pas en fonction de ce que l'on vous offre. Enfin, je sais que c'est difficile de trouver le métier, de trouver de la place, que c'est difficile d'entrer dans un marché ou dans un autre. Mais il faut être sûr que c'est ça qu'on veut faire, la première chose. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire progressivement, mais découvrir à chaque fois, et chaque fois, c'était merveilleux. Ce qui est sûr, c'est que je suis plus douée pour être interprète. Après, sous-titreur, c'est presque naturel. Et si on veut faire du sous-titrage, je pense d'abord qu'il faut adhérer à l'ATA, qui est l'association des traducteurs de l'audiovisuel, parce que dedans, il y a énormément maintenant, on est 600, je crois. Enfin, moi, au début, on était très peu. Mais l'ATA, pour le sous-titrage, c'est formidable. Les labos, c'est pas mal, mais je crois que les labos sont complètement multipliés. C'est vrai que je regrette maintenant parce qu'il y a les logiciels qui vous font le découpage du texte. C'est une partie du plaisir et du travail, d'ailleurs, c'est de découper soi-même. Enfin bon. Pour l'interprétation, les IT, normalement, surtout être sûr que c'est ça qu'on veut faire et pas le faire pour rendre service. Ça, c'est pas du tout... Il faut le prendre comme un vrai travail, dès le début. Avant moi, il y avait beaucoup de Japonais qui servaient d'interprètes. Mais quand vous traduisez, vous devez interpréter. Vous le faites professionnellement. Et quand on devient interprète, quand on fait... C'est un vrai métier et c'est du travail, il y a un papier et on prend des notes. Alors, il y a quelques interprètes célèbres, une à Cannes que j'aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs, qui ne prend pas de notes. Ça, je ne sais pas comment elle fait, mais moi, je préfère prendre des notes et montrer que c'est un vrai travail. Chaque chose est un vrai travail, mais qui vous permet d'approfondir votre connaissance de votre langue, parce qu'il faut que ça soit efficace.
mais bien sûr de l'autre langue et avec ses richesses et ses contradictions et sa formulation différente de la nôtre. C'est ça qui est passionnant. Donc les conseils, c'est choisir vraiment entre les trois et puis s'accrocher pour le réussir. Donc c'est la fin de cet épisode. Merci encore à vous, Catherine Cadou, de nous avoir accordé cette seconde interview. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de la Traduction Heureuse.